Saint-Pierre, 20 juin 1911, à l'aube. Sous une pluie battante, l'atmosphère est lourde et sombre. Une brèche a été ouverte dans le mur du cimetière pour installer la guillotine, sinistre symbole de justice. Une foule dense, tenue à distance par des forces armées, observe la scène. Attirée par le morbide, elle attend surtout de voir la fin de ceux qui ont semé la terreur sur l'île pendant de longs mois, cherchant à s'assurer qu'ils payeront pour leurs crimes. Alors affole pas, nous remontons juste un petit peu plus loin dans le passé pour que m'y raconte Azote l'histoire d'un vampire que l'a sévi à La Réunion entre 1908 et 1909, l'histoire de Citaran et du gang de buveurs de sang. Wopé les amis, comment il est? Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau format. C'est un espèce de thread d'horreur version pays. Alors pourquoi ce format et pas un format historique? Elle est assez simple, c'est parce que m'avait besoin de plus de temps pour travailler sur les futures vidéos. Et du coup m'a voulu tester un nouveau format qui est plus léger. Enfin, plus léger, pas vraiment, parce que nous avons parlé d'une histoire qui mélange crime, qui mélange sorcellerie, qui mélange meurtre, et surtout, on va parler d'une histoire vraie, celle de Citaran. Alors, avant de commencer, n'oublie pas de liker et d'abonner à Azote, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, et m'y crois que là m'a tout dit, et nous peut enfin commencer. Alors l'histoire que ça raconte Azote aujourd'hui se passe au début des années 1900 à La Réunion et à l'époque l'île était encore une colonie française. Et comme aujourd'hui, à ce moment-là, n'avait pas mal d'inégalités. En gros, il y avait les blancs qui étaient propriétaires et pas mal d'engagés qui venaient d'Afrique, d'Asie, etc. Et malheureusement, à cette époque-là, dans les campagnes, n'avait que très peu de sécurité. C'est dans ce contexte que Simikouza Simikwoba, alias Citaran, son prénom, enfin son nom-prénom, on dirait un sort. Simikouza Simikwoba. Bref, pardon. Donc Citaran, lui, c'était en fait un gars qui était sorti de Mozambique. C'est un pays en Afrique, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il a débarqué à La Réunion en 1889. Et quand il débarque à La Réunion, Citaran, c'est un engagé. Comment expliquer ça de façon simple? C'est un peu ce qui a remplacé l'esclavagisme. C'était des gens qui venaient sous contrat à La Réunion. Souvent, c'était donc des Africains, des Asiatiques, des Malgaches, des Indiens aussi. Et là, pour le coup, c'était un gars du Mozambique. Et le contrat, si vous voulez, où tu es obligé de respecter. C'est-à-dire que si vous êtes engagé pendant un moment, où tu es obligé de respecter ce contrat-là, vous ne pouvez pas arrêter entre-temps. Un peu comme l'armée, si vous voulez. Et le problème, c'est que le Citaran en question, là, très vite, la fatigue a eu d'être un engagé. Donc il a quitté son travail et c'est à ce moment-là qu'il a pris le nom de Citaran pour pouvoir se balader sur l'île sans se faire arrêter. Donc en 1891, Citaran il quitte son travail et à ce moment-là, nous n'avons plus de nouvelles de lui jusqu'en 1906 où il fera une rencontre hyper importante qui changera sa vie. Une rencontre avec Pierre-Élie Calandrin, dit Saint-Ange Gardien. C'était un tisaneur hyper respecté et c'est surtout le futur chef du gang qui allait commettre des crimes atroces sur l'île de La Réunion. Alors le gang en question, il est composé de plusieurs personnes, mais les trois principaux personnages qui nous intéressent, c'est Saint-Ange, donc le chef, Citaran et un dernier qui s'appelle Fontaine. Après, il y avait des dizaines de membres, mais ils sont pas recensés dans l'histoire, on ne retrouve pas de nom. La bande commence ses méfaits dès 1908 et il commence par des cambriolages sur le sud de l'île, c'est-à-dire Saint-Pierre, Tampon, la rivière Saint-Louis et Saint-Louis. Au début, c'est de simples petits vols. Ils volent des bijoux, des armes, de la bouffe, voire même des fois, ils restent dans la case des victimes qui sont endormies. Les autres, ils mangent les restes des victimes à table. En gros, ils viennent de case, ils prennent le reste dans les marmites, les autres, ils mangent, les autres, ça va. Bon, en soi, c'est pas des crimes de fou, quoi. C'est juste des voleurs. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que normalement, à cette époque, vu que c'était vraiment mal sécurisé, on utilisait des chiens comme des alarmes. C'est-à-dire que les chiens, dès que tu rentres dans la cour, ils étaient à bois, ils étaient à bois, ils étaient à bois. Ils étaient fait exprès pour ça. Et là, bizarrement, les victimes restaient endormies et les chiens n'aboyaient pas. On comprendra plus tard pourquoi les chiens n'aboyaient pas. Parce que, évidemment, cette bande n'est pas qu'une bande de voleurs, ça va bien plus loin que ça et c'est bien plus du côté surnaturel, voire même diabolique. Comme je viens de le dire, c'était juste de simples voleurs. Cette histoire, ça aurait été une anecdote, on n'en aurait pas parlé 100 ans plus tard. Évidemment, ils n'ont pas voulu s'arrêter à de simples vols. Ils voulaient bien plus que ça. Ils sont passés à l'étape supérieure au meurtre, voire même à pire que ça, ils sont devenus des buveurs de sang. Et je dis pas ça pour faire genre une allusion, hein. Là, t'es boire vraiment le sang des victimes. Alors attention pour les âmes sensibles, parce que là, nous passe à un autre niveau.
Le 20 mars 1909, le jeune Hervé est retrouvé mort dans son lit. Évidemment, ce n'est pas une mort naturelle, il est retrouvé mort avec un couteau planté dans l'œil et la gorge tranchée. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est arrivé pendant son sommeil, il ne s'est même pas réveillé. C'est à ce moment-là qu'on comprend que le gang Zola passe à un autre niveau, parce que Zola aurait pu juste piller le pauvre Marmaille comme Zola avait l'habitude de faire, mais non, Zola a assassiné le pauvre Hervé dans son sommeil avec un couteau planté dans la tête. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après ça, Zola est resté et Zola tout simplement mangé comme d'habitude dans la maison de la victime, Zola tout pillé et ensuite Zola parti. Et ce premier meurtre marque le début d'une série d'atrocités sur l'île de la Réunion. L'assassinat d'Hervé Deltel plonge la population dans une terreur profonde. Les gens s'enferment à double tour, rentrent plus tôt et il y a même des patrouilles qui parcourent la ville, mais tout cela ne suffit pas. Et c'est à ce moment-là qu'on entend parler des premières rumeurs sur les pouvoirs occultes de Saint-Ange, qui, je le rappelle, était un guérisseur, un tisaneur et surtout le chef du gang. L'un de ses premiers pouvoirs, et même si ça a l'air un peu bête, c'était vachement pratique, c'est que les chiens les plus féroces n'aboyaient jamais quand ils le voyaient. Il inspirait la peur à toute la population et surtout aux membres du gang. Le 11 août 1909, la bande commet peut-être l'un des crimes les plus atroces que l'île de la Réunion ait pu connaître. Les époux Robert, instituteurs à Saint-Pierre, sont retrouvés assassinés dans leur maison. Et cette fois, pas de couteau planté dans les yeux, non. Ils ont carrément le crâne fracassé et ils ont à nouveau la gorge tranchée. Mais ce qui choque le plus les gens à l'époque, c'est pas le fait d'avoir tué les époux, même si c'est malheureux. C'est ce qui s'est passé juste après. Cette fois, ils ne se sont pas contentés de tuer et de piller. Non, 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 ils ont fait bien pire que ça. Ils ont bu le sang de leurs victimes. Il a été rapporté que c'était une espèce de rituel satanique. Et le pire dans tout ça, c'est que la pauvre Madame Robert, elle était enceinte et ils ont souillé son corps. Bon, je rentre pas dans les détails parce qu'on est sur YouTube, mais je vous laisse imaginer et surtout, paix à son âme. Après le premier meurtre, la bande a passé à un niveau de violence qui n'était pas encore atteint. Mais le second meurtre, c'est plus un point de non-retour parce qu'on passe de meurtre, de violence et de crimes à carrément des rituels sataniques. On imagine bien que n'a pas eu rien que ces deux meurtres-là, mais c'est bien le meurtre des époux qui a fait en sorte que les autorités fassent passer l'arrestation de la bande comme priorité absolue sur l'île. Pendant des mois, les autorités ils traquent la bande, mais ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Sauf que, vu qu'ils sont nombreux, ils ont commencé à commettre des erreurs et à laisser des indices derrière eux. Sur leur dernier cambriolage, Sitaran et Fontaine laissent des indices qui laissent imaginer que la cachette de la bande serait à la Chatoire au Tampon. Enfin, je dis la Chatoire au Tampon, j'imagine parce que dans les archives, ils parlent de la Chatoire, mais ils en parlent comme si c'était une grotte. Donc moi, j'en conclus que c'est ça, hein. Peut-être que je me trompe, vous le direz en commentaire de toute façon. Bref, on reprend et les autorités, après avoir trouvé ces indices-là, se dirigent vers la grotte et bingo, arrivés sur place, ils retrouvent tous les objets volés et surtout, ils retrouvent Sitaran et Fontaine. Mais pas de traces du chef Saint-Ange. Et ben les deux cocos, quand ils sont arrêtés, ils restent silencieux. Pas parce que c'est des hommes gaillards, valeureux, fiers. Non, tout simplement parce que c'était deux flippettes et ils avaient peur, voire même très peur de Saint-Ange, qui, je le rappelle, hein, c'est quand même un sorcier, un gros sorcier. Et quand je dis gros sorcier, là, je parle pas d'un gros sorcier genre niveau corpulence. Non, non, moi je te parle d'un sorcier qui avait bac+8 à Poudlard. Le gars était Totoche Voldemort. Même les Malbars avaient peur de lui. Pardon. Bon, on revient à Sitaran et Fontaine. Et même si aujourd'hui, Sitaran, il a l'image d'un gars qui fait peur, d'un grand sorcier, etc. Bah, le mec qui faisait peur à l'époque, c'était pas lui, c'était Saint-Ange. Et Sitaran, dites vous-même qu'il a tenté de se suicider. Et que sous la pression des autorités, Sitaran et Fontaine, ils avouent les meurtres, ils avouent toutes les atrocités, ils avouent les cambriolages. Et évidemment, la sentence tombe. Enfin, avant la sentence, il y a quand même un procès. Alors, juste avant de commencer, il faut savoir qu'entre-temps, les autorités ont réussi à capturer Saint-Ange. Alors, on n'a pas trop d'informations, en tout cas moi, je n'ai pas trouvé, mais on imagine, en tout cas moi, j'imagine que Sitaran et Fontaine, ils ont fini par dénoncer Saint-Ange et après des mois de cavale, les autorités ont fini par mettre la main sur le sorcier. Le procès, lui, commence en 1910 à Saint-Pierre. Sitaran, Fontaine et leurs complices sont jugés pour barbarie, actes de violence et meurtre. Lors des audiences, les détails de leurs crimes sont révélés.
Les aveux sont glaçants. Sitaran explique comment il a planté son couteau dans l'œil d'Hervé Deltel et comment ils ont bu le sang des époux Robert après les avoir tués. Pour ce qui est de pourquoi les chiens n'aboyaient pas, alors là, il y avait pas mal de rumeurs. Certains disaient qu'ils utilisaient une poudre magique qui faisait en sorte que les chiens restaient calmes. D'autres pensaient que c'était les pouvoirs mystiques de Saint-Ange, ou encore c'était tout simplement parce que les chiens avaient peur de Saint-Ange, qui à l'époque était un peu comme le diable sur l'île. Vous voyez dans les films, quand le chien arrête d'aboyer et s'enfuit parce qu'il ressent quelque chose de mystique, de terrible, d'effroyable, c'était un peu le même principe. En tout cas pour les gens, on ne sait pas. Ok, pendant les aveux, Sitaran y parlait du fait de tuer des gens, de les égorger, de les voler, mais le plus impressionnant dans tout ça, c'était la soumission qu'il avait à Saint-Ange. Moi, je comparais limite la bande à une secte avec le gourou qui serait Saint-Ange. Parce que c'est Saint-Ange qui les poussait à faire ces rituels sataniques en leur disant que s'ils buvaient du sang, ils deviendraient invincibles. Ils rentraient dans une sorte de transe avant chaque crime. Et petite anecdote, ce qui est assez fou, c'est que 100 ans plus tard, il y a eu la traque et l'histoire de Petit Lys d'amour avec Julien Auverbar. Après tous ces aveux, les juges donnent leur verdict et Sitaran et Fontaine sont condamnés à la guillotine alors que Saint-Ange, lui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en vrai, mais il échappe à la mort. Donc peut-être que c'est ses pouvoirs mystiques, parce qu'après il ne faut pas oublier que Saint-Ange, il battait Voldemort à la bagarre et qu'il avait un bac+8 à Poudlard. Le 20 juin 1911, Sitaran est conduit sur place publique pour se faire décapiter. Quelques mois plus tôt, il a essayé de se suicider et juste après, il a demandé à être baptisé. Peut-être qu'il espérait se faire pardonner, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a vraiment été baptisé par un prêtre. Bref, revenons au moment où Sitaran il allait perdre la tête. Enfin, il avait déjà perdu la tête, genre il était déjà fou avant, mais là il allait perdre sa tête physiquement. Au moment où la guillotine allait s'abattre, il a fixé la lame. Il fait peur, hein? Et s'est mis à crier avec une voix de bête démoniaque, à tel point que ça a glacé le sang de toutes les personnes présentes sur la place publique. Et juste après le cri, la lame tombe, Sitaran est décapité et meurt. Mais sa légende, elle, commence à ce moment-là. Bon, si vous avez suivi l'histoire jusqu'ici, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est Sitaran qui est connu et pas Saint-Ange, parce que c'était quand même lui qui était à la tête de la bande. Et c'est tout simplement parce que c'était Sitaran qui était la main armée de la bande. C'est lui qui tuait les gens, qui les égorgeait, qui les trucidait, qui cassait les crânes, qui buvait le sang. Et on soupçonne qu'il prenait du plaisir à faire ça. Mais c'est pas tout. Au-delà de ces crimes morbides, Sitaran, il avait aussi un physique qui imposait, qui faisait beaucoup plus peur que ceux de la bande. Même après sa mort, Sitaran, il continue à fasciner les gens. Il y a même une tombe de lui à Saint-Pierre qui est devenue un lieu de culte. Il y a des gens qui viennent sur place pour demander à Sitaran de venir tuer leurs ennemis. Il y en a qui viennent par peur et il y en a qui viennent par pur fanatisme. Après, il faut savoir aussi que la mort de Sitaran a dû jouer sur le fait que c'est lui le plus connu. Parce que pendant que Saint-Ange, lui, il y est mort de vieillesse peut-être dans son lit, Sitaran, lui, sa mort était spectaculaire. On lui a coupé la tête et juste avant, il a crié comme une bête démoniaque. Et ça marque les esprits. Après, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un gros racisme qui était encore en place et les origines africaines de Sitaran ont fait en sorte que c'était plus facile de le diaboliser lui. C'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas du tout de Fontaine, qui était tout comme Saint-Ange, des créoles blancs. Aujourd'hui encore, plus de 100 ans après, la légende de Sitaran est encore présente. Pour certains, Sitaran continue de hanter les nuits réunionnaises. Dans l'obscurité, certains prétendent entendre des murmures près de sa tombe, des voix venant de l'au-delà. La peur, bien que transformée avec le temps, reste présente. Aujourd'hui, Sitaran, c'est plus qu'un criminel, c'est devenu carrément un mythe. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'appelait Sitaran, parce que mon prénom c'est Romain et mon nom de famille c'est Sita. Romain, Sita, Sitaran. Et quand je racontais ça à ma maman, elle était pas trop contente. Parce qu'elle connaissait l'histoire de Sitaran. Alors que pour moi, Sitaran, c'était un sorcier, c'était un mythe, c'était un truc qui n'existait pas. Alors que non, je le rappelle, c'est une histoire vraie, Sitaran. Dites-vous même que mon compte Dofus, le nom, c'était Sitaran le sorcier. Petite anecdote comme ça, gratuite. Merci à toutes d'avoir suivi ce petit thread horreur version pays. Moi, personnellement, pour un premier épisode, m'a kiffé l'exercice. M'a beaucoup aimé raconter à autres l'histoire, mais surtout m'a kiffé faire les recherches et apprendre que c'était une histoire vraie parce que personnellement, moi, je ne connais pas. Alors, si vous l'avez aimé, vous abonne, vous like. Si vous veut plus d'histoires de ce genre-là, vous commente. Et moi, midi, on en retrouve.